Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes parvenu à vous faire un prénom dans une famille dont vous êtes fier de défendre la lignée. Passionné de théâtre depuis vos très jeunes années, vous avez choisi de passer aux actes en touchant à tous les genres, du classique à la comédie. Vous le démontrez une fois encore aujourd'hui. Bonjour David Sardou. Bonjour Jacques. Alors on vous avait reçu dans les clés d'une vie il y a très longtemps. Oh là, on va pas dire combien d'années, mais oui. Mais on ne les fait pas. On les fait pas. Donc vous êtes de retour au Théâtre de l'Œuvre avec Amis pour la vie. Oui. On va en parler tout à l'heure, mais le principe des clés d'une vie, c'est de parler de votre parcours. Et j'ai trouvé d'autres dates que la première fois pour évoquer ce parcours plein d'événements. La première date que j'ai trouvée, c'est le 5 août 2014, un soir à Ramatuelle où vous jouez l'affrontement avec Francis Huster. Avec Francis Huster. Ça, c'est un événement. Au festival de Ramatuelle, ce fameux festival où, en fait, c'est une date marquante parce que 16 ans auparavant, j'étais dans les gradins et je regardais la même pièce avec Francis Lalanne et Jean Piat. Et c'était à l'invitation de notre cher Jean-Claude Brialy, qui était directeur du festival à l'époque, et qui m'avait croisé dans les rues de Saint-Tropez, et qui m'avait dit « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Moi, j'étais avec mes copains à l'époque, j'avais 16 ans, 15-16 ans. Et il me dit « Viens au festival, je vais te montrer une pièce, il faut que tu vois ça. » Et je me souviens de mon émotion en voyant le spectacle. J'étais assis sur un rocher, parce qu'il n'y avait plus de place sur les gradins, donc j'étais assis sur un rocher sur le côté. Et je me suis dit, un jour, je rêve, je serai là sur scène, sur cette scène, et je ferai la même chose. Ça a été vraiment le déclic de votre carrière. Ça a été un des déclics, oui, vraiment. Vraiment, parce que c'est l'émotion que ça m'a procuré et tout, c'est un vrai chamboulement intérieur. Je me dis non, c'est ça, c'est une évidence. Il faut que je fasse ça. Alors, il se trouve que le festival de Ramatuelle, Jean-Claude Brialy y a beaucoup contribué. Oui. Au départ, c'était le festival Gérard Philippe, créé par Jacqueline Franjou, qui était conseillère municipale. Elle a eu l'idée d'appeler Brialy, et c'est devenu un classique. Et c'est devenu un classique, et c'est un incontournable festival d'été. Et Jacqueline, que j'embrasse, est toujours aux commandes avec Michel Boujna, et c'est un festival que les artistes adorent, auquel les artistes adorent participer. Alors ce soir-là à Ramatuelle, vous êtes face à Francis Huster, c'est pas n'importe qui non plus. Non, c'est pareil. On pourrait presque le comparer avec Jean Piat. Ils ont des similitudes, et c'est vrai que c'est un immense comédien, Francis, et je le salue au passage s'il nous écoute. Et c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup. Et surtout la liberté d'être sur une scène et d'essayer des choses. C'est-à-dire qu'avec Francis, d'un soir à l'autre, c'était pas la même pièce. Il changeait son attitude, parfois même ses entrées en scène. On l'attendait à court, il arrivait à Jardin. Oui. Et c'était assez surprenant. Et donc il fallait toujours être réactif avec lui. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Oui, en même temps, il faut ce réflexe, mais il le faisait spontanément, comme ça, par plaisir ? Alors, et par plaisir et pour se mettre en danger. J'ai l'impression qu'avec les milliers de représentations qu'il avait derrière lui, il voulait se remettre en danger constamment. Ce qui est extraordinaire avec Huster, c'est que pendant des années, il a dormi dans les théâtres. Ouais. Il avait un pyjama sous son costume. Il dormait dans le théâtre. Et quand le costume était usé, il ne lavait pas. Il allait directement en acheter un autre. Mais c'est Jean-Louis Barrault qui disait « Mais va, rentre chez toi, arrête de dormir dans mon théâtre. » Et c'est vrai qu'il était... c'est des passionnés comme on en voit que très très rarement. Ouais. En fait, il avait un studio, et dans ce studio, il y avait un poste de télévision pour regarder le foot et rien d'autre. Oui, alors ça, par contre, le foot. Alors, j'ai une petite anecdote, si j'ai le temps de la raconter. On est en tournée de l'affrontement, et justement, c'est la Coupe du Monde de foot. Moi, je suis pas foot, mais c'est vrai que durant les Coupes du Monde, on est forcément un peu patriotique. On veut défendre la France, on veut voir la France gagner. Et il y avait un match France, je ne sais plus quel autre pays, et on devait jouer. On était en festival à Carcassonne, et je me rappelle, il y avait des pommes et des oranges. Et donc les oranges, c'était les buts français, et les pommes, c'était les buts de l'équipe étrangère, de l'autre équipe. Et il fallait qu'on regarde en coulisses pour voir combien de pommes il y avait, si on avait marqué ou si on n'avait pas marqué pendant la représentation. Donc c'est un vrai passionné de foot. Il se trouve aussi que ce soir-là, à Ramatuelle, vous avez été applaudi, entre autres, par Guy Bedos, qui était au premier rang, Bertrand Delalleux qui était là. C'est émouvant. Oui, c'est vrai qu'en plus dans ce festival, il y a beaucoup d'artistes qui viennent, beaucoup de célébrités, on va dire aussi. Et il y a une pression supplémentaire parce qu'évidemment de jouer devant des gens que vous admirez comme ça, ça vous met une petite pression supplémentaire. Et puis il y a la tradition des 1500 coussins rouges qui sont placés chaque soir et qu'on prend dans la figure. Et qu'on prend dans la figure, qu'on essaie d'éviter surtout, parce qu'un coussin qui tombe parce que c'est haut les gradins de Ramatuelle.
Donc quand vous le prenez au coin de l'œil, ça ne doit pas faire du bien. Vous savez, moi, un jour, j'étais sur scène et mes lunettes ont volé. Ah ouais, faut retirer ses lunettes surtout. J'ai mis un quart d'heure avant de les retrouver. Alors, c'est quand même à cette pièce, l'affrontement, que vous devez votre premier Molière, Romain Sardou. Oui. Alors vous m'avez appelé Romain, c'est très gentil. Oui, mais David. oui, bon, c'est pas grave, on se confond beaucoup. Avec votre frère, oui. Non, c'est le premier Molière, c'est la deuxième nomination. J'avais été nommé auparavant pour une pièce de Jean Anouilh et je l'avais pas eu, donc je connaissais l'échec et là j'ai connu, on va dire pas le succès, parce que c'est pas le succès, mais la consécration. Alors, ça a été un déclic, mais il y en a eu un autre en visionnant les cassettes de cette émission. Au théâtre ce soir, car là aussi, bon, vous êtes né presque à la fin du théâtre ce soir, mais il y avait des vidéocassettes. Ah, puis en plus, je me souviens, alors très petit, mais je me souviens encore de quelques diffusions à la télé. Donc c'est vrai que ça m'avait marqué au théâtre ce soir. Je me rappelle de pièces filmées. C'est un peu comme ça que j'ai découvert le théâtre. Après, parce que quand on est trop jeune, on n'y va pas, on n'a pas la patience, et surtout pour voir des pièces de boulevard. Et donc je me souviens de cassettes, je me souviens de L'Amuse-Gueule avec Daniel Auteuil, je me rappelle comment s'appelle cette pièce avec Jean Poiret, qui a repris Briançon il y a pas longtemps là. Le Canard à l'orange. Le Canard à l'orange avec Jean Poiret. Enfin plusieurs pièces comme ça que je regardais en cassette et que je regardais en boucle. Exactement. Il y avait aussi Jacqueline Maillan qui était la grande Jacqueline Maillan, bien évidemment. Qui était extraordinaire. Et c'est vrai que ça a marqué toute une génération. Le public, je sais pas si vous le savez, venait grâce à ils étaient retraités et la sécurité sociale envoyait des billets aux spectateurs pour assister à l'enregistrement. Ah, je savais pas. Alors, il se trouve que la comédie, ça vous intéresse beaucoup plus que l'école, David Sardou. Oui. Alors, je vais pas dire ça trop fort si jamais ma fille écoute l'émission, mais oui, en effet, je préférais regarder les cassettes au théâtre ce soir que d'étudier les livres d'histoire et de mathématiques. Oui, vous n'avez pas eu le bac? Non, mais j'ai eu l'équivalent. Attendez, c'est pas mal quand même, parce que quand je suis parti aux États-Unis pour finir mes études, j'ai eu l'équivalent. C'est le high school diploma, comme on dit, et c'est l'équivalent du bac. Oui. Donc voilà, j'en suis quand même un petit peu fier. Voilà. Et puis il y a une chanson qui a marqué votre famille, et cette chanson, on n'en connaît pas vraiment toujours l'origine. Vous passiez un bac G, un bac à bon marché. Le bac G de Michel Sardou, ce qu'on ne sait pas toujours, au départ l'idée c'est un éditorial de Louis Powell dans le Figaro Magazine, où il regrettait de ne pas avoir répondu à un jeune qui lui demandait faut-il désespérer. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est comme ça que votre je ne connaissais pas cette histoire, c'est comme ça qu'il a écrit la chanson. Voilà. Ah, il a vraiment écrit, quelqu'un lui a vraiment écrit une lettre à laquelle il n'a pas répondu. Pour moi c'était une invention, je ne savais pas. C'était Louis Powell dans un éditorial du Figaro Magazine qui racontait ça, et ça a été le déclic. D'ailleurs vous avez travaillé avec votre père, sur scène, mais aussi vous avez écrit sur une chanson qui s'appelle Espérer, qui est sur l'album Du Plaisir. Je crois que c'est début des années 2000, si je dis pas de bêtises. Et c'est une collaboration sur la musique. Voilà. Ouais. Mais ça a été la seule, juste. Vous auriez pu en faire plus? Non, j'ai aussi fait, alors pour ceux qui reconnaîtront, il y a une chanson qui s'appelle Attention les enfants danger, qui est sur l'histoire d'un père qui fait un peu sa crise de la quarantaine et qui essaie de redémarrer sa vie, et c'est le point de vue de l'enfant. Et il y a un texte qui est dit dans cette chanson, et ce texte c'est moi qui le dis. J'avais 11 ans, mais c'est moi. Alors il y a eu aussi surtout les États-Unis, parce que vous connaissiez un peu Miami, mais vous avez décidé de rester à New York pour prendre des cours de théâtre. Oui, c'était ma fascination du cinéma américain des années 70, c'est-à-dire tous les anti-héros, les comédiens comme Dustin Hoffman, Gene Hackman qui nous a quittés récemment et qui était un immense acteur, d'autres que j'admirais, et donc c'était l'école de New York, c'était c'était là d'où ils venaient, donc c'était un peu mon idée, c'était d'aller suivre les pas de mes idoles. Voilà. En même temps, vous parliez déjà l'anglais grâce aux vacances à Miami. Et grâce à l'école bilingue, surtout. Oui. D'apprendre l'anglais à l'école, c'est quelque chose qui m'a... Et c'est pour ça que j'encourage aussi ma fille à vraiment travailler l'anglais, et d'autres langues d'ailleurs, pas que l'anglais, mais à l'école, parce que c'est important d'avoir ces bases-là. Quand on est enfant, on apprend plus vite ce genre de choses. Alors, vous entrez dans une école dont le symbole est une porte rouge, je crois. Oui, l'Institut Lee Strasberg, la fameuse porte rouge, ouais. Et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, le dicton au-dessus, il y a une plaque au-dessus de la porte qui dit « Ici, nous laissons le talent entrer ». C'était la phrase de Lee Strasberg. Mais entrer dans cette école, c'est pas évident, David Sardou. Alors, c'est pas vrai ce que vous dites. C'est évident dans le sens où c'est facile parce qu'ils acceptent tout le monde. Cependant, c'est pas facile d'y rester. Oui. C'est-à-dire que le principe de Lee Strasberg était « Tout le monde peut devenir comédien ».
Alors, il y a une tuition à payer, hein, il y a évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas d'audition, il y avait une première année. Sauf qu'au bout de 3 mois de la première année, il y a la moitié de la classe qui est virée, en fait. Parce que c'est à celui qui, si vous ne travaillez pas, ils vous disent au revoir. Il y en a 40 qui attendent à la porte et qui veulent rentrer. Donc en gros, si vous y allez pour... il y a certains cours, je nommerai pas lesquels, mais où... Les gens y vont, enfin les jeunes hommes y vont, les jeunes femmes y vont parce qu'ils savent pas trop quoi faire en fait. Lee Strasberg, on peut pas faire ça. Voilà. En même temps, vous avez beaucoup travaillé et je crois que l'un des premiers à vous encourager, ça a été Al Pacino. Oui, Al Pacino. Alors c'est pas un encouragement, on va dire. C'était pas en cours de théâtre, c'était dans un restaurant. J'étais serveur, donc je le servais. C'était un petit restaurant français sur le haut de Madison et il venait tous les jours et un jour il m'a laissé un mot bon courage pour ta carrière et il m'a signé. C'était une addition en fait. Il m'avait mis le mot sur l'addition. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau et je l'ai gardé et c'est quelque chose qui m'a vraiment... à l'époque, j'avais 18 ans, vous imaginez, c'est un mot de cet acteur-là, c'était magique. Surtout qu'il connaît le problème puisqu'il a arrêté l'école à 17 ans, que sa mère l'a mis à la porte et que pour faire du théâtre, il a été employé de poste, serveur, concierge et chargé du courrier dans un magazine. Ça m'étonne pas. Donc il était très compatissant avec moi qui lui servait son café et son gâteau au chocolat tous les jours. Alors il y a New York, mais il y a une autre ville importante dans votre carrière. On va l'évoquer à travers une date pas très lointaine, le 6 février 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec David Sardou. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité David Sardou. Nous parlerons tout à l'heure d'Amis pour la vie, votre nouvelle comédie au Théâtre de l'Œuvre. Et on revient à votre parcours. On a donc vécu vos débuts aux États-Unis. Et puis il y a un soir aussi, le 6 février 2023, qui est important. C'est à La Ciotat, écoutez. Mes chers frères, je vois que la venue du petit chanteur de la maîtrise d'Avignon a fait son effet. Et que pour la première fois... Le curé de Cucugnan, par Fernand Sardou, votre grand-père. Et c'est une projection et vous assistez à cette représentation. Exactement, et c'est dans le plus vieux cinéma du monde, à La Ciotat. Oui. Où les frères Lumière ont débuté. Où les frères Lumière ont débuté, et ils m'ont fait l'honneur de diffuser ce film que je n'avais jamais vu sur grand écran, qui est un film de Marcel Pagnol, Le curé de Cucugnan, qui est un monologue d'une heure de mon grand-père qui joue un curé comme ça, et qui fait un prêche, et c'est vraiment un très très beau souvenir que ce visionnage de ce film. C'est un film pour la télévision, pour Noël 68, que je savais pas. Que Pagnol avait réalisé. Je crois que c'est son dernier film d'ailleurs. Et il avait choisi votre grand-père parce qu'il savait que c'était le personnage qui correspondait au rôle. Il était ce personnage. Il était vraiment avec sa bonhomie, avec son accent du Sud qui chante, avec tout. C'est mon grand-père, que malheureusement je n'ai pas connu, était un personnage de Pagnol, un personnage vivant de Pagnol. Il était vraiment son... Je crois qu'il s'aimait beaucoup. Ah, exactement. Et ça faisait partie de la bande où il y avait Fernandel et quelques autres. Et Rému, parce qu'en plus il avait débuté avec Rému, votre grand-père. Ouais. Et puis il est dans Manon des Sources, il y joue le maire du village, il est, vous savez, le petit théâtre de Renoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, un film à sketch, et il est dans celui avec Jean Carmet, où il joue un cocu magnifique et qui pardonne. C'est un film à revoir, ça, c'est magnifique. Puis on oublie en fait que Fernand Sardou a été un roi de l'opérette avec Tino Rossi. Il a joué dans Méditerranée pendant des années. Ouais. Et après, il a eu ce cabaret rue Le Pic où votre père a débuté. Exactement, son cabaret. Je crois que c'était chez Fernand, d'ailleurs. Chez Fernand. Ouais. Je suis repassé devant l'adresse, c'est devenu une boutique maintenant. Mais je suis repassé devant et c'est vrai qu'apparemment il l'a pas gardé longtemps son cabaret parce qu'il était, de ce que m'a raconté mon père, en fait il invitait tout le monde. Oui. Et donc le pauvre à la fin du mois, il pouvait plus payer le loyer parce qu'il avait fait personne ne payait. Et apparemment ma grand-mère l'engueulait à chaque fois. Mais il faut qu'il paye, sinon on peut pas. Et lui, il invitait ses copains, personne ne payait. Donc un jour il a dû mettre la clé sous la porte. C'est exactement ce qui s'est passé avec le père de Charles Aznavour dans un restaurant. On faisait de la musique tous les soirs, mais personne ne payait l'addition. Donc il a fermé aussi. Alors il se trouve que le curé de Cucugnan, on le sait peu, au départ c'est une légende qui a été transformée par Alphonse Daudet en un conte célèbre.
Ah, je ne savais pas. Oui, Je savais c'était pas. le curé raconte qu'il a un rêve, qu'il allait au paradis puis Oui. au purgatoire, et puis il confesse tout le village. Ouais. Et c'est une légende de 1848 que Daudet a repris. Ah, je ne savais pas. C'est une belle. En tout cas, c'est une belle histoire. Ce curé qui raconte que tout le village va aller en enfer et qu'il a fait ce rêve et qu'il part au purgatoire et qu'il est. C'est une très belle histoire. Et vous parlez de Jackie Sardou, votre grand-mère, qui elle était aussi une comédienne, y compris au quotidien. Complètement, mais elle était à la vie comme elle était sur scène, à la scène plutôt comme elle était dans la vie. Et c'était assez amusant pour moi d'avoir une grand-mère comme ça, truculente et drôle, et avec un franc-parler comme rarement j'en ai vu. Oui, moi j'ai vu une émission de télévision, j'ai revu une émission où elle évoque les liaisons extra-conjugales de son mari. De son mari, ouais. Ouais, je l'ai vu avec, c'est une interview où elle raconte que oui, elle a été plus cocu que moi, il n'y a pas, mais bon. Elle disait fais attention, ne prends pas n'importe laquelle parce qu'elle va nous causer des ennuis. Des ennuis. Et C'est puis- une autre époque. Ouais. Hein. Et puis c'est à la télé qu'elle a révélé à votre père qu'il aurait pu s'appeler Michel Plantin. Oui, alors c'est drôle que vous en parliez. J'ai revu aussi récemment, on m'a remontré cette vidéo il n'y a pas longtemps, où en effet, mon arrière-grand-père a mis du temps à reconnaître son fils. Oui, parce qu'apparemment la bonne aurait été... Oui, il savait pas trop qui était le... Voilà, bon bref. C'est une autre époque. Voilà, on va dire que c'est une autre époque. Et moi, je me souviens avoir vu votre grand-mère à la brasserie Lippe à l'entrée, Ah bah oui. en train d'alpaguer tout le monde. Ah mais j'y étais, enfin pas tout le temps, mais j'allais souvent déjeuner avec elle à la brasserie Lippe. Elle avait la table à l'entrée à gauche. Pour expliquer, la brasserie Lippe, c'est une brasserie très connue, parisienne, boulevard Saint-Germain, où beaucoup de célébrités. J'avais croisé d'ailleurs Jean-Paul Belmondo qui était souvent et tout. Et elle se mettait à la première table et comme elle avait une voix qui portait beaucoup, eh ben elle taillait un costard à tous les gens qui rentraient, quoi. Voilà. Alors, si vous êtes à cette soirée aussi, David Sardou, c'est parce que vous êtes très attaché à la lignée des Sardou. Oui, c'était rattaché, j'allais dire malgré moi, mais oui, j'aime. C'est peut-être le fait de ne pas avoir connu mon grand-père qui fait que ça m'intéresse, ça me questionne, et puis et puis ce sont des artistes, donc. Ouais, parce qu'il y a aussi Valentin, qui était votre arrière-grand-père, Ouais. qui a débuté avec Félix Mayol. Avec Mayol, concert qui est venu- Mayol, ouais. Qui a débuté et qui était venu à Paris. Et avec Rému et Tramel, on les appelait les comiques à l'huile. Les comiques à l'huile, ouais, c'est parce qu'ils venaient du Sud. Voilà. Donc, ils mettaient un peu d'huile d'olive dans leurs chansons. En revanche, puisqu'on parle vrai, il faut savoir que Victorien Sardou n'a rien à voir avec tout Non, ça. alors ça n'a pas du tout la lignée. En revanche, je peux vous faire une révélation que il y a un magazine qui s'appelle Généalogie qui avait fait la lignée des Sardou, l'arbre généalogique des Sardou, ce qui est un travail colossal de faire un arbre généalogique, et on est relié à Albert Camus. Carrément. Ouais. Albert Camus est un cousin éloigné. C'est fou, hein. C'est dingue. Ouais. Alors, vous n'avez pas commencé avec une pièce de Camus, mais de Félicien Marceau, autre Oui. auteur célèbre, L'homme en question, Oui. qui a marqué vos débuts au théâtre en France, David Sardou. Oui, alors c'était presque de la figuration dans l'homme en question. Il y avait une petite scénette. Moi, je considère plus que mes débuts, c'est la pièce de comédie boulevard de Jean-Marie Chevret qui s'appelait Oui. Copier-coller. Mais c'est drôle, Marceau, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. J'ai joué une pièce de Félicien Marceau qui va partir en tournée la saison prochaine, qui s'appelle L'ami du président. Oui, une comédie sur les coulisses du pouvoir. Exactement. Donc c'est drôle de retrouver Marceau presque 25 ans après. Et c'est vrai que il avait transformé cette pièce justement pour la moderniser quand vous l'avez jouée, même avec un petit rôle. C'est Blier qui l'avait créé au départ. Exactement, c'était Bernard Blier. Ouais. Et ça, c'était après les États-Unis, démarrer en France, c'était pas évident tout de suite. C'est-à-dire que non, j'ai failli pas démarrer du tout d'ailleurs, puisque il était question même un été que je parte sur vous savez, les rodis, vous savez ce que c'est dans les tournées, ce Oui. sont les gens qui portent les flycases et qui installent les décors et tout. Et j'avais pas de boulot, donc mon père m'a dit, si tu trouves pas de boulot, tu vas aller faire ça la prochaine tournée, tu vas aller porter les caisses. Et je me souviens d'avoir eu une audition justement pour Copier-coller de Jean-Marie Chevret, et j'avais rien dit à mes parents. Et j'ai passé l'audition, j'ai passé 2 tours d'audition, je l'ai eu. Faut dire que je le voulais tellement que j'aurais tout fait pour... J'avais bossé comme un malade pour l'avoir. Et quand je l'ai eu, je suis allé acheter une bouteille de champagne, je suis rentré chez moi, je l'ai posé sur la table devant mes parents et j'ai dit c'est bon, je partirai pas en tournée avec toi, j'ai trouvé du boulot. Voilà. Vous avez quand même joué ensuite avec votre père, avec Michel Sardou. Secret de famille, Oui. ouais, la pièce d'Eric Assous. Ouais. Mais c'était vraiment une année de bonheur parce que vous étiez en coulisses tous les soirs avec lui. Et Oui, ça nous a beaucoup rapprochés. Je crois qu'on n'a jamais été aussi proches que pendant cette tournée et cette exploitation parisienne. Et je sais que votre père admire votre courage, qu'il a dit un jour, mon fils en a bavé pour réussir.
Bah écoutez, je pense qu'il faut, on peut pas, réussir dans ce métier avec tout qui vous est servi sur un plateau, je vois pas l'intérêt. Les moments de galère et les moments de doute et les moments de non, parce qu'en fait on voit que là vous citez des pièces que j'ai jouées, mais sur une pièce que j'ai eue, il y a 10 rôles que je n'ai pas eu et on n'en parle pas de ça. Mais ça fait partie aussi de la construction d'un acteur, les échecs. Et j'en ai eu beaucoup. Donc il faut aussi se construire avec ça. Si on vous dit oui à tout, si tout d'un coup vous démarrez dans ce métier et que vous avez tous les rôles tout d'un coup, bah je vois pas tant l'intérêt que ça. Oui, et puis c'est pas comme ça qu'on garde un bon souvenir de son métier. Exactement. Et puis il faut être, c'est un métier qu'il faut garder la tête sur les épaules. Il faut rester humble. Hein. Quand vous commencez à trop péter les plombs, à avoir la grosse tête et à vous prendre pour Dieu sur terre, c'est à ce moment-là où vous devenez mauvais. Hein. Et puis votre père, qui est aussi comédien, vous a donné un conseil, David Sardou, ne joue que les pièces que tu as envie de jouer. Oui, parce que c'est long le théâtre, vous savez. Quand là, c'est entre 5 et 8 semaines de répétition et ensuite c'est entre 3-6 mois d'exploitation, plus la tournée, ça fait 1 an et demi. Donc si vous embarquez sur une aventure où vous n'êtes pas sûr de vous, où vous n'aimez pas trop le texte, bah faut se dire que vous allez vivre avec pendant 1 an et demi, c'est compliqué. Voilà. En même temps, vous avez eu de grands rôles. Dans l'Alouette de Jean Anouilh, vous avez assuré la relève de Michel Bouquet, c'est pas n'importe qui. C'est pas rien, ouais. Et là, vous sentez un peu la pression, là. Mais il a eu la gentillesse de venir nous voir sur scène et il m'a dit des mots très gentils que je garderai pour moi après. Donc voilà, c'est une petite manière d'être adoubé aussi quand on reprend des rôles comme ça un peu emblématiques, de voir l'acteur qu'il a créé, puisqu'il avait créé le rôle de Charles VII. C'était assez magique. Mais moi, je me souviens de Michel Bouquet qui, avant de disparaître, nous a reçus pour les clés d'une vie. Il m'a dit j'ai cassé des stylos tellement je n'arrivais pas à comprendre un rôle en le répétant. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'était un perfectionniste et un travailleur acharné. Vous savez, je pense qu'il vous l'a dit, mais il venait au théâtre 4 heures avant et il refaisait la pièce avant de la jouer le soir, quand même. Ouais. C'est fou. Et vous êtes aussi un travailleur acharné. Ah, mais pas à ce point-là. Oui, mais quand même, vous travaillez chaque rôle. Oui. Avec précision. Toujours. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est la moindre des choses. De prendre de pas prendre ce métier au sérieux, de pas le considérer à sa juste valeur et à au travail que ça implique. En tout cas, si vous voulez si vous avez un peu d'exigence avec votre travail, il faut. Eh bien, vous le faites, et pas seulement au théâtre. On va évoquer une autre date récente, le 18 juin 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec David Sardou. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité David Sardou. Nous parlerons tout à l'heure de Amis pour la vie, cette nouvelle comédie au Théâtre de l'Œuvre où vous êtes à l'affiche. On a vu votre parcours de galère au théâtre, ça n'a pas été simple. Il en faut. Et puis, il y a une date importante dans votre parcours, c'est le 18 juin 2024. Écoutez. Vraiment rien sans celle. Plus belle la vie, encore plus belle. Oui, mais c'est cette fameuse série qui est là depuis 20 ans. Exactement. Depuis, Et que vous avez intégré et que vous avez failli ne pas intégrer. Alors oui, je vais vous raconter l'anecdote. En fait, je fais donc beaucoup de théâtre et ça me laisse peu de temps pour faire des tournages. Parce que le théâtre, qui dit théâtre dit Paris. Il y a beaucoup de tournages qui sont délocalisés maintenant et puis ils veulent pas vous libérer à 18h pour être à 19h au théâtre quand vous tournez sur Paris. Donc j'avais un créneau de quelques mois pour tourner et j'avais auditionné pour un personnage dans Plus belle la vie et j'avais des dates de tournée qui étaient encore à faire et évidemment ça collait pas. Voilà, donc il me voulait, les dates collaient pas et tout. Et puis 2-3 mois plus tard, il me rappelle en me disant on a un personnage qu'on aimerait bien vous proposer. Et là j'ai même pas passé d'essai, c'est-à-dire que vraiment ils m'ont proposé le rôle. Donc j'étais très content parce que ça faisait longtemps que j'avais pas tourné et en plus tournage à Marseille c'est plutôt c'est un peu la famille là-bas. Exactement. J'étais juste en face, c'est drôle, mon hôtel était juste en face de l'Alhambra qui était le fameux théâtre marseillais où a débuté non, l'Alcazar, pas l'Alhambra. L'Alhambra, c'est autre chose. L'Alcazar, où a débuté mon grand-père. Oui, bref. il a pas reçu de tomates à l'inverse de beaucoup d'autres artistes. C'était la tradition de se prendre des tomates à l'Alcazar si on n'était pas bon sur le plateau. Il y avait une anecdote, d'ailleurs, une dame un jour en coulisses qui tricote et son mari reçoit des tomates. Elle lui dit, mais écoutez, vous pouvez faire quelque chose. Et elle fait, oh non, c'est rien, hier à Montpellier, ils me l'ont battu.
Voilà, donc j'ai obtenu ce rôle et j'ai pris beaucoup de plaisir à intégrer cette équipe. Alors eux, ils se connaissent depuis des années et des années, mais moi, mon personnage était assez particulier et donc ça a duré 2 mois de tournage et ça a été diffusé. Donc c'est la date que vous donnez, la 18 juin 2024. Voilà. Alors, c'était un infirmier, Pascal Braque, Ouais. à qui il arrivait des tas de choses. À qui, surtout, lui, faisait beaucoup de choses à d'autres. Malheureusement, c'était un peu un pervers. Alors, je vais pas tout raconter pour ceux qui voudraient encore le voir en replay, mais en effet, c'était pas un personnage très sympathique, qui paraissait comme ça, au premier abord, plutôt gentil, et qui, en fait, était machiavélique, quoi. Et d'ailleurs, vous êtes inspiré d'un vrai serial killer pour créer votre personnage. Oui, enfin, plutôt d'une série qui a été montée sur un serial killer qui était sur une des plateformes très connues américaines, et c'est Jeffrey Dahmer. Et donc c'est vrai que dans le cannibale de Milwaukee, je crois. Exactement, dans le comment dirais-je, dans l'apparence, dans le truc, on a repris quelques codes comme ça, parce que c'est l'interprétation d'ailleurs de l'acteur qui joue Jeffrey Dahmer est remarquable. Ça veut dire aussi un tournage très précis, très rigoureux, très rapide. Rapide, vous avez dit les trois mots qu'il faut: rapide, rigoureux, précis. C'est-à-dire qu'on est sur des horaires de dingue. On tourne, alors je vais pas parler boutique, mais ça tourne entre 22, 23, on va dire 25 minutes utiles par jour, ce qui est énorme. Énorme. Et c'est sur différents plateaux. C'est-à-dire qu'ils arrivent à tourner parfois à 2, 3 équipes. Donc vous passez d'une équipe à l'autre, vous changez de costume, et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est une formidable école. Et c'est, il y a une manière d'apprendre aussi des textes qui sont énormes et de les apprendre en mémoire immédiate, parce que vous les avez la veille. Le soir, vous rentrez dans votre logement, vous les apprenez. Le lendemain matin, vous répétez la scène avant de la faire, et ça vient tout de suite. En fait, il faut être assez réactif et c'est agréable. Et c'est pas simple, effectivement, pour la mémoire. C'est pas simple pour la mémoire, mais quand vous venez du théâtre comme moi, qui suis un vieux briscard de la scène maintenant. Finalement, c'est comme des plans séquences. C'est long. Il y a plusieurs caméras, il y a 3 caméras. On vous laisse. Et pour moi, c'est tout ce que j'aime. Donc c'était plutôt agréable. Alors, il se trouve que votre personnage s'est retrouvé en prison à la fin d'un épisode. Oui, c'est ça. Il fait des conneries, il va en prison. Voilà. Mais des spectateurs demandent que vous reveniez. Oui, j'ai son maso un peu. Hein. Je sais pas pourquoi, mais oui, apparemment, il a bien plu ce personnage. Donc, écoutez, sait-on jamais. Il peut s'évader. Exactement. Alors, je crois qu'en plus, vous avez connu ce genre d'expérience en débutant dans une série d'AB. Et oui, là, vous avez retrouvé ça. Oh là là, faut pas ressortir des vieux dossiers comme ça, Jacques. C'est pas. Mais n'empêche que je vais vous raconter une petite anecdote encore. Premier agent que je rencontre quand je rentre des États-Unis en France, il me dit, je citerai pas son nom, mais il me dit, tu peux tout faire, mais fais surtout pas de sitcom. Et je dis pourquoi? Il me dit non, pas de sitcom et pas de pub, il me dit. Et je dis pourquoi? Il me dit parce que tu vas te griller, quand on fait des sitcoms, on peut plus bosser après. Ou de la pub, c'est pareil. Je dis d'accord. Et j'en parle à un ami comédien qui était plus âgé que moi, mais qui était une vedette. Hein. Et il me dit, mais c'est des conneries. Il me dit, fais tout. Il me dit, au début, tu fais tout, t'apprends ton métier. Et il me dit, moi j'ai débuté, j'étais en costume de Mickey avec des oreilles et des trucs, donc voilà. Eh ben, j'ai fait ce sitcom, AB Productions, le groupe, et je me suis, pareil, régalé. Et j'ai appris mon métier, et j'en garde un super souvenir. Et vous étiez David, en plus, dans ce... J'étais David. En fait, Jean-Luc Azoulay était parti du principe qu'on gardait tous nos prénoms. Mais pareil, j'avais été pressenti pour l'un des personnages, on va dire, principaux de la série. J'avais pas été retenu, et il m'avait rappelé en me disant, écoute, on t'a tellement aimé aux essais qu'on aimerait bien que tu fasses un personnage qui revient. J'avais dit, bien sûr, avec plaisir. Et d'ailleurs, il y avait un autre débutant dans cette série qui a fait carrière au théâtre, c'était Benoît Solès. Benoît Solès, oui. Exactement, qui a fait... Alors, je crois qu'on n'avait jamais eu de scène ensemble, parce que Benoît jouait un producteur de musique, il me semble, dans la série, et on s'était pas croisés sur les plateaux, mais on s'est croisés bien des années plus tard dans le milieu du théâtre. Alors, Jean Sagols avait réalisé quelques épisodes. Oui, oh là là. Et vous les retrouvez dans Navarro ensuite. Et Navarro, mais Jean Sagols, c'est une légende de la réalisation. C'est mon premier réalisateur, c'est Jean Sagols, qui avait fait plein de... Et j'embrasse d'ailleurs son fils Thomas, qui est un copain et que je croise souvent, et j'embrasse Jean Sagols aussi, bien sûr. Qui a réalisé toutes les sagas de l'été que TF1 a tourné. Il faisait la pluie et le beau temps sur la télévision, Jean.
Et les sagas de l'été, c'était nouveau parce que tout le monde, pendant des années, persuadait que l'été, on ne regardait pas la télévision. Et ça faisait des records d'audience. Exactement. C'était des trucs de fou. Alors, vous avez fait plein d'apparitions dans des séries et des feuilletons, mais je crois que l'une des plus fortes, c'est quand vous avez joué Louis XIV dans un téléfilm de Laurent Henman. Exactement. Oui. Je pense que c'est mon rôle préféré. Alors, évidemment, jouer Louis XIV, vous allez me dire, c'est un peu... mais non, il y avait Thierry Frémont, Laurent Deutsch, Sarah Giraudot, Carole Richard, il y avait une distribution, Anne Loiret, Laurent Natrella, il y avait une distribution de fous. On a tourné dans les châteaux, on a tourné dans des décors sublimes, et le rôle était formidable, vraiment, c'était un grand souvenir. Ça s'appelait Le Roi, l'écureuil et la couleuvre, Ouais. à cause des armes de Nicolas Fouquet et de Colbert, qui étaient les symboles. L'écureuil et la couleuvre. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que ce sont des rôles qu'il faut travailler, il faut s'informer, il faut connaître l'histoire en même temps. Oui, et oui et non, en fait, j'ai envie de vous dire. Parce que je me souviens d'un déjeuner avec Laurent Deutsch et Thierry Frémont, où justement on parlait de ça. On parlait de la recherche qu'on avait fait chacun, des recherches sur nos personnages. Et Laurent, qui est très érudit et qui connaît l'histoire par cœur, nous citait des biographies de Fouquet, des livres de référence sur l'histoire de France et tout ça. Et à un moment donné, il se tourne vers Thierry Frémont et il dit: toi, qu'est-ce que tu as lu pour ton personnage? Et Thierry le regarde, il fait: bah moi j'ai lu le scénario. Voilà, exactement. Et ça m'avait fait beaucoup rire. Il dit parce que finalement on joue des moments, on joue pas. Alors évidemment il faut ressembler au personnage, il faut truc, mais personne n'est à vérifier à quoi ressemblait Fouquet ou à quoi l'intonation de voix de Colbert, ça n'existe pas. Donc il y a aussi des libertés à prendre. Et moi j'ai fait pareil pour Louis XIV, c'est-à-dire je me suis dit imaginons quelqu'un à qui personne ne peut dire non. C'est aberrant, mais c'est ça. C'était la représentation de Dieu sur terre. Il était aimé en plus du peuple comme aucun autre roi n'a été aimé en France. Et donc c'est quelqu'un à qui on ne pouvait pas dire non. Ça donne une bonne direction pour le personnage. Et puis il y a un autre personnage que vous avez incarné, beaucoup plus récent, c'est Saint-Exupéry. Oui, Saint-Exupéry. Ça aussi, c'est pareil, des belles... Alors pour le coup, là j'avais vraiment tout lu de Saint-Exupéry avant qu'on me propose le rôle. Sauf Citadelle, parce que je considère que Citadelle, il l'a pas terminé en fait. Je sais pas s'il a voulu que ce soit édité ou non. Alors, je suis beaucoup plus petit que Saint-Ex, donc je remercie Arthur Jugnot et Flavie Péan qui m'ont donné le rôle, parce que au niveau de la taille, c'était pas ça. Mais pareil, c'est des personnages. Alors pour Saint-Exupéry, on a quelques enregistrements, on a des photos, on a quelques souvenirs comme ça qui sont relatés et qui aident à la création du personnage. En fait, il est monté dans un avion pour la première fois à 12 ans. Ouais. Sa mère lui avait interdit. Et il a quand même... Il est allé voir en plus un pilote qu'il admirait beaucoup, en lui disant: ma mère m'a donné de l'argent pour aller faire un baptême de l'air, vous pouvez m'aider? En fait, il lui avait donné de l'argent pour aller faire les courses, et lui il est parti à l'aérodrome et il a voulu voler. Et puis alors, vous avez fait aussi des classiques, parce que vous avez joué Shakespeare, vous avez joué Pinter, vous avez fait beaucoup de choses. Ça aussi, c'est un univers très différent. Complètement. J'ai moins, enfin, je recherche plus la création, si vous voulez, contemporaine que les classiques, mais c'est un autre plaisir, c'est une autre rigueur aussi par rapport au texte. Et puis il y a Signé Dumas. Oui. Parce que là aussi, vous avez fait... Ça, c'est un spectacle qui a dû vous plaire, ça. Ouais. Le Nègre d'Alexandre Dumas, c'était... Oui, Auguste Maquet. Le fameux Auguste Maquet que personne ne connaît, mais qui a été l'écrivain fantôme de Dumas et qui a écrit une grande partie de ses œuvres. C'est fou le nombre de personnages méconnus comme ça qu'on peut reconstituer au théâtre. Ouais. C'est tout l'intérêt du théâtre, justement. C'est de faire découvrir des personnages. Et ça arrive souvent, de voir des histoires, on se dit mais c'est hallucinant qu'on ne connaisse pas ce personnage plus, et on le découvre à travers des auteurs qui créent des histoires autour de ces personnages. Et parmi les choses inattendues que vous avez jouées, il y a l'histoire du soldat au théâtre de Rungis. Ouais. Ah oui, ça c'est autre chose, pareil, la forme musicale... c'est Stravinsky. Stravinsky, ouais, et c'est le livret est magnifique, l'histoire est sensationnelle, et c'était une mise en scène en plus très originale de Côme de Bellecize,
Et avec la chance de travailler avec Marie-Christine Barrault et Dominique Pinon, c'était un beau souvenir aussi. Et là aussi, au théâtre de Rungis, c'est pas un théâtre parisien, on ne le connaît pas forcément, c'est une autre Non, aventure. c'est du théâtre subventionné. C'est vrai que ça n'a pas le même, il n'y a pas la même approche, si vous voulez, du spectacle. Mais là aussi, c'est un travail de comédien et de musicien. Complètement. Et en plus, là, il faut jouer sur la partition musicale. Donc, c'est encore plus compliqué, j'ai envie de vous dire, parce que parfois, on vous impose un rythme, mais après, le comédien, il s'adapte. Enfin, il l'adapte à son rythme intérieur. Alors que là, il faut écouter la musique et être dans le rythme de la musique. Et puis, en plus, l'histoire du soldat, c'est un classique oui, russe qui a Ouais. été créé en Suisse, à Lausanne, curieusement. Oui, Oui. ça, on m'avait dit, exactement. Mais jouer autant de rôles différents, finalement, c'est à la fois facile, difficile et passionnant. C'est tout le but de notre métier. Hein. On veut devenir comédien pour être quelqu'un d'autre. Donc, quitte à être quelqu'un d'autre, autant essayer plein de personnages différents. Et je trouve que c'est la force de ce métier aussi, c'est de pouvoir se dire que si je devais jouer le même personnage tout le temps, toujours, de la même manière, je m'en lasserais assez vite. Et vous ne vous êtes jamais lassé depuis vos débuts? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je touche du bois. C'est pas en bois votre truc? C'est du bois, oui. Du bois, on touche sa tête. Non, je me suis pas encore lassé. Je fais tout pour ne pas me lasser. Que ce soit de choisir des projets avec des partenaires différents et avec qui j'ai envie de travailler, de changer, même si je suis très fidèle à des metteurs en scène, et ben de temps en temps aller voir d'autres metteurs en scène et de travailler avec eux pour voir comment est leur approche du théâtre, et c'est ça qui fait qu'on reste, j'ai envie de dire jeune, mais reste en tout cas frais dans notre interprétation. Frais et jeune, et vous le démontrez avec cette pièce qu'on va évoquer à la date du 17 avril 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec David Sardou. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité David Sardou. On a évoqué votre parcours, votre envie de changement, et c'est vrai que la nouvelle pièce que vous jouez au Théâtre de l'Œuvre, Amis pour la vie, en est l'exemple. Là, c'est un retour à la comédie avec une vraie comédie. À une vraie comédie, et un principe de départ très simple dans la comédie, c'est un couple d'amis qui reçoit un autre couple d'amis à dîner, tout simplement. Et là, évidemment, ça va déraper, ça va pas se passer comme prévu. Il va y avoir des révélations, il va y avoir des non-dits qui vont être révélés, et ça va donner une soirée mémorable. Voilà. C'est ce qu'on appelle un vaudeville moderne. Exactement, un vaudeville moderne avec si je puis me permettre, un twist quand même de la part de Bertrand Marcos, l'auteur et le metteur en scène de la pièce, c'est que ça bascule dans quelque chose où la vérité des personnages, de ces personnages, va sortir, et ça en devient émouvant en fait. Ça en devient touchant de voir ces personnages finalement se révéler malgré eux lors de cette soirée. Oui, mais justement, c'est quelque chose de courant, c'est-à-dire que le spectateur peut reconnaître des situations qu'il a vécues. Complètement. Et aussi se dire, ceux qui ne l'auront pas connu, j'espère que je ne vais pas connaître ça. Voilà. Et c'est vrai que ça peut arriver, c'est pas si vous êtes arrivé, mais ça arrive à des tas de gens que les dîners dégénèrent. Complètement. C'est d'ailleurs, ça arrive très souvent. Et souvent des dîners de famille, souvent des dîners où c'est avec les gens les plus intimes et les plus proches que ça se passe. Et là c'est le cas, et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce spectacle. Ouais. Alors comment est née cette aventure, David Sardou? Elle est née de la volonté de Bertrand Marcos, l'auteur et le metteur en scène du spectacle, qui est venu me voir avec sa pièce en me disant voilà, j'ai écrit une pièce à 4 personnages et je pense à toi pour tel rôle. Je l'ai lu, ça m'a plu d'abord. Ensuite, on a fait plusieurs lectures avec différentes distributions et tout ça, et on est tombé d'accord sur tout en fait, et ça s'est fait ensuite assez naturellement. Une lecture devant François-Xavier de Maison, et il nous a booké pour son théâtre. Voilà, mais en même temps, pour vous, c'est un rôle nouveau. Vous n'aviez pas joué ce genre de personnage, David Sardou. Alors, j'avais joué de la comédie pure, notamment les pièces d'Éric Assous, oui. Mais dans ce registre-là, pas encore. Et je dois dire que c'est très agréable. Parce que là, je suis pas, on va dire, le personnage le plus, on va dire, honorable de la pièce. Donc, si vous voulez, il y a un côté où j'essaye, vous me direz vous quand vous l'aurez vu, mais j'essaye de voir de trouver la sympathie d'un personnage malgré tout. Voilà. Et se dire que, malgré ce qui se passe, et je peux pas tout vous dire, je peux pas vous révéler, c'est évidemment le coup de théâtre, mais on garde quand même de la sympathie pour lui. Il se trouve aussi que c'est un rythme très particulier.
C'est un rythme particulier, vous avez raison. La comédie, c'est du chronométrage. Hein. Enfin, c'est bête de dire ça, mais vous faites une phrase, une seconde trop tôt, c'est pas drôle. Une seconde après, c'est pas drôle. Vous la faites au bon moment, c'est drôle. Voilà. Mais c'est ce que disait Robert Derry dans Les Branquignoles. Ouais. Un jour, Pierre Tornade a eu l'idée d'ajouter un mot, il s'est fait insulter. Il dit on ne change pas. On change pas, bien sûr. Une mécanique, c'est comme un rouage d'horlogerie, en fait. Si ça tombe pas au bon moment, bah, vous foutez en l'air le mécanisme. Voilà. Et là, c'est très différent de ce que vous avez fait. C'est très différent même de Plus belle la vie ou des pièces de tout. Oh là là, bah, c'est à milieu de tout ça. Mais c'est surtout différent. Et mes derniers spectacles, que ce soit au Scalpel, que ce soit, vous citiez Saint-Exupéry, que vous soyez Pinter, tout ça, c'est du théâtre un peu. Il y a comment dirais-je, il y a une réalité qui est différente. Là, on est dans quelque chose de léger au début. Alors, sans vous révéler, évidemment, ça va vers quelque chose de plus émouvant à la fin, mais ça reste du rythme de la comédie pure. Oui, c'est beaucoup plus fatigant à répéter et même à jouer. Oui. Ah oui, mais il y a des moments en répétition, je dis bon, on fait un petit break. Alors je sais que je suis le plus âgé de la troupe, mais quand même, il y a des moments de grosse fatigue. Mais bon, c'est pour ça qu'on, pour l'instant, on le joue que du jeudi au dimanche. Oui. Hein, donc voilà. Si vraiment c'est un gros succès, on rajoutera des dates. Mais pour l'instant, on va garder ce rythme-là. Parce qu'il faut garder le rythme en même temps. Toujours. Ce soir. Toujours. Pour tenir le choc. Ouais, toujours. Alors, vous avez Alison. Et pardon de vous couper, mais ça, c'est malgré si vous êtes fatigué, si vous avez passé une mauvaise nuit, si la journée on vous a pris la tête pour autre chose, il faut être dans l'énergie et dans le rythme tout le temps, sinon vous savez que ça marche pas. Mais on sait aussi qu'un acteur de théâtre, il peut arriver avec de la fièvre et sur scène, il n'a plus de fièvre. Ah, ça, c'est la magie de la scène. C'est arrivé souvent d'ailleurs. Et tout d'un coup, vous savez pas pourquoi. C'est souvent peut-être ce syndrome de se dire on est quelqu'un d'autre. Donc la maladie n'existe plus. Alors il se trouve que votre partenaire c'est Alison Paradis, Oui. La sœur de Vanessa qu'on a vu qui a triomphé dans Le Manteau de Janice. Oui, Le Manteau de Janice. En très beau passant du spectacle. rire à la gravité, c'est un peu le même principe. Exactement. On est sur le même principe. Alors il se trouve en plus qu'il y a une bande-annonce qui circule et vous riez tous les deux. Oui, parce qu'on s'entend bien. Et avec Julien Persona et Marie-Ange Casta aussi. D'ailleurs, on a un vrai quatuor. Il y a une sympathie, à mon avis, qui se dégage de nous quatre, qui est véritable, c'est-à-dire qui n'est même pas à jouer, qu'on a trouvé nous en répétition parce qu'on s'entend bien et qu'on n'a pas à construire ou à faire semblant. Donc ça, c'est agréable parce que c'est quelque chose que vous pouvez pas créer. Si vous entendez pas avec quelqu'un, à un moment donné, ça va transpirer. Hein. Donc, et là, on s'entend bien, donc c'est un bonheur. Voilà. En plus, le rythme du théâtre a changé depuis plusieurs décennies. Les spectateurs anciens sont toujours là, mais il y a aussi les jeunes qu'il faut convaincre par Exactement. le rythme. Et par même le format. Avant, rappelez-vous, on mettait un entracte, il y avait un premier acte, il y avait un deuxième. Enfin, il y avait quelque chose d'assez qui était très bien, hein, mais qui était pour une époque. Aujourd'hui, ça va plus vite. Le spectateur est beaucoup plus aguerri, d'où tous les succès de Michalik d'ailleurs. Hein. Il a compris ça du public et donc il faut s'adapter aussi. Il faut leur proposer quelque chose qui va dans leur sens et où ils vont se dire bon je vais dépenser 15 ou 20 euros pour aller au théâtre. Ce qui est à peu près le prix d'une place de cinéma quasiment aujourd'hui. Hein. Mais voilà, c'est un investissement d'aller au théâtre. Vous vous déplacez dans un lieu précis, il faut y aller, c'est un horaire fixe. Et donc c'est beau de voir des jeunes revenir au théâtre et voir des spectacles comme le nôtre. Oui, et puis c'est un sujet finalement quotidien, mais curieusement, il n'avait jamais été traité au théâtre, Amis pour la vie. C'est vrai. C'est vrai. Alors il a été traité différemment, mais pas de cette manière. Mais c'est tout l'intérêt de ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire de jouer des auteurs contemporains. Parce qu'ils sont en contact avec leur époque. Parce qu'ils sont... le phrasé, je relis souvent du théâtre et des pièces qui ont 10-15 ans, vous les relisez et tout d'un coup vous dites non, c'est vieillot ça, on dit plus ça ou ça. Et l'intérêt de créer des spectacles avec des auteurs contemporains, c'est ça, c'est de coller à l'actualité aussi. Il y a quelques petites références à Trump, je dirais pas, mais voilà, elles sont d'actualité. Donc tout ça fait qu'on est en contact direct avec un public dont on parle du quotidien, quoi, de sa vie de tous les jours, d'aujourd'hui. Et pour vous aussi, ça vous fait du bien d'évoluer ainsi? Oui, parce que on a l'impression d'être toujours en phase avec son époque. Et c'est important, le théâtre, c'est vraiment un miroir de son époque.
Et alors, ça peut être à travers un classique, attention, hein, mais c'est souvent les auteurs contemporains qui parlent le mieux de leur époque. Vous n'avez jamais écrit pour le théâtre David Non, Sardou? j'ai adapté. Oui. J'ai traduit des pièces, dont l'affrontement de Bill Davis. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien continuer à faire. Mais écrire une pièce, une comédie? Bah, j'ai pas l'inspiration. Je trouve qu'il y a tellement de bons auteurs qui le font 1000 fois mieux que moi que je n'ai pas la prétention de l'auteur. Et puis vous avez la spécialité de construire vos personnages avec des références. Est-ce que c'est le cas avec Amis pour la vie? Oui, mais ce sont des références qui ne vous parleront pas à vous personnellement parce que ce sont des références privées. C'est-à-dire que je calque il s'appelle Richard, mon personnage, sur des amis, des connaissances, des choses que je peux voir chez d'autres, mais pas un personnage précis. Voilà, ça c'est aussi une chose très particulière, David, c'est que effectivement vous construisez vos personnages, ce qui n'est pas si courant dans le théâtre aujourd'hui. C'est l'école américaine. Peut-être, oui, en effet. Après, je trouve que moi, ayant travaillé avec plusieurs comédiens déjà, il y a toujours une petite construction, je vois, chez les autres. Alors c'est vrai que moi, peut-être que je pousse le curseur un peu plus, je sais pas. Alors, il y a eu aussi d'autres comédies que vous avez jouées, notamment Arsenic et Vieille Dentelle. Oh là là, oui, c'est une de mes premières pièces, avec la fameuse Micheline Dax. Exactement. Ah, ouais. Qui était une siffleuse extraordinaire. Hors pair. Ouais. Elle m'avait raconté que Ennio Morricone, le fameux compositeur italien, immense compositeur, l'avait contacté. Il avait fait un album comme ça où il avait une siffleuse. Et malheureusement, il avait pris un autre siffleur, mais elle avait auditionné pour Morricone quand même. Et là aussi, c'était un film avec Cary Grant que vous aviez vu. Ah oui, Arsenic et Vieille Dentelle. Ouais. Alors je l'avais pas vu quand on m'a proposé le rôle, j'ai regardé le film, mais je l'avais pas vu. Bah, si vous le savez, Cary Grant, c'était la guerre. Il a donné son cachet de $100 000 à l'armée américaine pour Je savais pas. pour aider les soldats. Pour aider les soldats, je savais pas. C'était son effort de Il y a guerre. un film en ce moment qui est en train d'être tourné, je crois, sur la vie de Cary Grant. Oui, exactement. Ouais. Et puis il y a eu Oscar aussi. Ah, Oscar, ça c'est pareil, c'est un souvenir, si vous voulez, de jouer Oscar, alors que je me souviens, évidemment, tout le monde se souvient de Louis de Funès dans Oscar au cinéma, et pour ceux qui ont eu la chance de le voir au théâtre. Mais moi, je le regardais en boucle quand j'avais 7, 8 ans, 9 ans, c'était mon film de chevet. Et de jouer le rôle de Claude Rich dans la pièce, c'était un très très bon souvenir. Mais en fait, la pièce avait été créée par Belmondo, Pierre Mondy et Jacqueline Huette, d'ailleurs, qui fait de la télévision à l'Athénée. Et Louis de Funès a repris le rôle. Ça l'a épuisé. Ses problèmes cardiaques sont nés quand il l'a joué vous sur scène. vous rendez compte le rôle que c'était et ce qu'il en faisait surtout, ce qu'il a composé dans ce personnage c'était fou. Puis vous avez aussi, David Sardou, joué Georges Feydeau. Oui, dans une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, qui avait écrit une pièce sur la folie de Feydeau et à quel point, à la fin de sa vie, il savait plus tant la réalité de la fiction. Et donc, il avait écrit une comédie très drôle sur les deux Georges. Ça s'appelait Georges, et c'est le Georges du théâtre et le Georges de la vie privée, quoi. C'était très drôle. Et vous donniez la réplique à Alexandre Brasseur. Alexandre, il y avait une belle distribution, il y avait Thierry Lopez, Christelle Reboul, Isabelle Tanakil, Véronique Boulanger, il y avait Zoé Non, il y avait une distribution magnifique. On était vraiment une belle équipe sur ce spectacle. Mais à chaque fois, c'est un rôle différent. Et c'est vrai que jouer Georges Feydeau ou jouer le rôle de Claude Rich, c'est pas la même approche. Non. C'est pas la même approche, mais encore une fois, c'est le texte qui vous indique, qui vous donne la direction. Et je parle toujours du texte, et que ce soit d'une comédie, d'un classique, d'un drame ou d'une tragédie, c'est le texte qui vous donne la voix. Et Amis pour la vie, justement, le texte est parti et après vous avez retravaillé le personnage ? Exactement. Et le texte donne déjà beaucoup, déjà sur l'humour, sur l'arrière-plan de ce personnage, l'historique de ce personnage, et parfois il y a juste à se laisser porter par le texte. Hein. Ça suffit finalement parfois. Alors vous êtes parti avec des horaires différents, je crois jusqu'au 29 juin. Oui, on est à 20h là jusqu'à fin mai. Et ensuite, en juin, le théâtre a un spectacle à 19h. Donc là, on passe à 21h à partir de début juin. C'est aussi une bonne façon pour un public qui veut rentrer tôt ou rentrer tard. C'est une nouvelle formule je trouve au que théâtre. 20h
Vous venez au théâtre en avril, parce que c'est pas évident, avril, il fait beau, les gens ont envie d'être dehors, mais 20h, vous sortez du théâtre, il est 21h30, il y a encore l'apéro dehors au soleil, hein. Enfin au soleil peut-être pas, mais il fait encore jour, vous voyez. Donc ça c'est agréable, je trouve. Quand vous avez débuté, David Sardou, vous pensiez que vous seriez là aujourd'hui, que ça avancerait comme ça? Pas du tout, pas du tout, du tout. Je m'en rêve. Parfois je me pince, je me dis mais c'est pas possible, tu travailles, tu fais le métier que t'aimes et t'arrives à en vivre. Non, parfois c'est assez irréel de se dire. Et là où je suis plus apaisé, c'est que à 20 ans, 25 ans, il fallait que je réussisse. Il fallait. Vous voyez, il y avait une espèce de hargne comme ça, de volonté de faire, d'y arriver. Et maintenant, c'est passé. Et maintenant, vous continuez tranquillement, parce que cette pièce, c'est un projet parmi beaucoup d'autres. Oui, mais bon, alors il faut toujours se tenir au courant des projets et surtout toujours faire du bon travail, sinon on vous engage plus. Hein, mais c'est surtout que j'ai moins cette niaque, si vous voulez, du début, et c'est quand même plus facile à vivre. Vous êtes ami avec votre métier pour la vie, en quelque sorte. Je suis ami. Rendez compte que j'ai fait 2 pièces avec le mot ami dans le titre cette année. Donc c'est un bon signe. C'est un très bon signe. Alors le bon signe, c'est d'aller du 17 avril au 29 juin donc au Théâtre de l'Œuvre, du jeudi au samedi à 20h et le dimanche à 15h, du 17 avril au 31 mai, et du 1er au 29 juin, du jeudi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. On change pas la matinée, c'est toujours 15h, mais en revanche en mois de juin ce sera à 21h. Voilà. Et sinon on regarde sur Internet si on a oublié tout ça. Oui, et puis si vous êtes en retard, on vous attend. Voilà. Et on est souvent en retard en ce moment dans Paris pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, mais c'est drôle, c'est l'une des premières répliques de la pièce d'ailleurs. C'est un des personnages qui arrive à l'heure pour le dîner et qui dira je ne pensais pas arriver à l'heure avec le trafic de Paris en ce moment. Voilà, on a remis les pendules à l'heure de ce côté-là. Merci David Sardou, et continuez ainsi à vivre pleinement votre métier et avec bonheur. C'est très gentil Jacques, merci à vous. Merci, les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.